Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Face à Face. Il lui aura fallu seulement quelques mois pour atteindre les sommets. Députée européenne en 2009, elle débarque au gouvernement 3 semaines après son élection. Une ascension fulgurante à Paris, mais à Lyon, il y a comme un décalage. Elle se place en première opposante à un Gérard Collomb qui n'en pense pas moins. Une façon de montrer qu'elle ne craint personne, y compris dans son propre camp. Et ils sont nombreux à ne pas supporter ses ambitions. Face aux trahisons, plus de loyauté. Et la voilà qui s'embarque, elle aussi, dans une primaire pour les municipales il y a 2 ans. Ratée, comme le Palais Bourbon 2 ans plus tôt. Mais ça devrait être pour la prochaine fois. En tout cas, elle a son investiture. Un parcours envers et contre tous qui n'est pas sans rappeler le credo d'un certain Nicolas Sarkozy. Elle en a fait son héros pour les prochaines échéances. Nora Berra est notre invitée cette semaine dans Face à Face. Bonjour Nora Berra. Bonjour Loïc Besson. Alors vous êtes jeune, hein, on peut dire votre âge. Jeune, tout est relatif. En politique, vous avez 53 ans. Absolument. Vous ne pensez pas que la classe politique aurait besoin d'un peu de renouveau ? Oui, je pense qu'aujourd'hui le climat est assez délétère vis-à-vis du personnel politique en général, avec une défiance des citoyens vis-à-vis de ceux qui les représentent. Ils ont envie de renouveau, ils ont envie de nouvelles personnalités et je crois que, en tout cas, si ce n'est pas de nouvelles personnes, il faut fondamentalement renouveler le discours et le projet politique. Parce que vous, je l'ai dit, donc vous soutenez Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas une nouvelle personne, ce n'est pas du renouveau. Oui, mais je disais aussi de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire de la politique. Je soutiens Nicolas Sarkozy par fidélité. Je crois que personne n'ignore qu'il m'a permis de vivre l'expérience gouvernementale. Donc c'est une question de loyauté et de fidélité vis-à-vis de lui. Vous savez, moi, dans la vie en général, je suis plutôt du genre à faire confiance à ceux qui me font confiance. Voilà pourquoi je suis là et je lui ai donné mon parrainage et je le soutiens. Alors on va parler de la primaire. Est-ce que vous trouvez, comme d'autres dans votre camp, que cette campagne a parfois tendance à tourner au pugilat ? Oh, ça c'est quand on veut voir le verre à moitié vide, mais moi je préfère le voir à moitié plein. Il faut réaffirmer que la primaire n'est pas dans les gènes de notre parti politique. C'est plutôt une affaire historiquement de la gauche. C'est la première fois qu'on se livre à un exercice. Il se passe des choses. Il faut quand même être attentif à ce qui se joue. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier débat, justement ? Mais ça crée un élan. Ça crée un élan. On a tous compris que probablement le vainqueur de la primaire pourrait être le prochain président de la République. C'est pas sûr ? Vous savez, une élection n'est jamais jouée d'avance. Mais en tout cas, on se positionne pour revenir au pouvoir, pour gouverner à nouveau et redresser le pays. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce débat ? Plutôt très respectueux. Il y a une qualité d'écoute entre les candidats. Il y a parfois une diversité de caractères ou de façons d'aborder les choses. Mais en tout cas, ce qui est rassurant pour notre électorat, c'est qu'il y a une ligne politique partagée en matière de travail, en matière de sécurité, en matière de projet social, en tout cas, de projet de société. Donc nous partageons ces valeurs-là. Ensuite, évidemment, il y a des divergences dans les personnalités, puis c'est bien normal. Alors, il y a eu un moment assez flottant pendant ce débat, c'est au moment où ils se sont tous un peu rejetés la balle sur les affaires judiciaires. C'était un peu du genre, c'est pas moi le pire. Est-ce que c'est un problème, ça, quand même, dans cette campagne, qu'on parle à ce point des affaires judiciaires, des candidats, d'un ancien chef de l'État ? Je crois que ce n'est pas le sujet profond. Ce n'est pas ce qu'attendent les électeurs. Les électeurs... Oui, mais ça donne quand même une certaine image à cette primaire et à la classe politique, du coup, plus en général. Moi, je ne réduirais pas ce débat qui a duré quand même 2 heures sur une séquence de 2 ou 3 minutes. L'enjeu est beaucoup plus vaste que cela. Je crois que les électeurs attendent du sérieux. Ils veulent un projet, ils veulent des perspectives, ils veulent une vision pour leur pays. Personne n'ignore aujourd'hui le climat qui règne en France, l'insécurité partout. On est la cible du terrorisme, on a une économie qui est en berne, alors que les autres pays européens profitent de la conjoncture économique. Eh bien, la France reste à la traîne avec un taux de chômage toujours aussi fort. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que plus le temps passe dans cette campagne, plus les autres candidats sont beaucoup moins critiques envers Alain Juppé que Nicolas Sarkozy ?
C'est quoi? C'est de l'opportunisme envers celui qui est en tête des sondages? Écoutez, je pense que globalement, il y a un respect vis-à-vis des candidats, et parce que personne n'oublie l'épisode de 2012, où là, véritablement, notre formation politique a traversé une crise existentielle. Notre parti a failli disparaître, finalement, du paysage politique. C'était ça. Et les séquelles sont encore présentes dans la tête de tous, dans la tête de nos adhérents, de nos sympathisants, et ils ne veulent surtout pas revoir ce scénario se jouer. Donc il y a un certain respect quand même, un débat d'idées. Ensuite, les électeurs, j'espère qu'ils seront nombreux, parce que quand même, l'objectif, c'est que cette primaire soit un vrai succès populaire, prépare effectivement l'alternance de notre pays à partir de 2017. Les électeurs de gauche, ça vous dérangerait? Ce n'est pas la question des électeurs de gauche. N'oublions pas que l'objectif de la primaire, c'est évidemment un vrai succès populaire, mais il faut que ce soit un scrutin sincère. Il faut que ceux qui viennent voter puissent signer en âme et conscience les valeurs de la droite et du centre. C'est ça qui compte, c'est la sincérité de ce scrutin. Ça, vous ne pouvez pas le mesurer, savoir si les électeurs qui viennent voter sont sincères ou non? Ils signeront, donc ils s'engageront. Quelque part, ça engage un citoyen Nicolas de venir... Sarkozy, lui, ne veut pas entendre parler d'électeurs de gauche qui viendraient voter à la... Et moi, je vois mal un électeur de gauche signer une charte des primaires de la droite et du centre. On reproche beaucoup à Nicolas Sarkozy de faire du Trump. Est-ce que ça vous gêne? C'est une manière de caricaturer Nicolas Sarkozy. Vous savez, on commence à avoir l'habitude. Cette manière de discréditer son action, son propos. Il a un vrai projet pour la France. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il est arrivé à la tête de notre parti, à la tête de l'UMP, c'était pour refondre foncièrement ce parti. On peut dire que c'est réussi. Il s'est engagé à le réformer, il l'a fait. Il a donné le leadership aux Républicains. Il a renoué avec l'exercice démocratique à l'intérieur du parti, alors que tous ses proches le déconseillaient de venir tenir et restaurer la crédibilité de ce parti. Bien, il l'a fait. Il a bravé effectivement ses conseilleurs, et il l'a fait. Et on peut dire aujourd'hui que c'est un succès. C'est un parti qui est sur les rails, qui a travaillé, qui a proposé, qui a travaillé sur un projet d'alternance. Et aujourd'hui, voilà, nous avons organisé des primaires et qui se passent plutôt bien. Et Nicolas Sarkozy ne fait pas l'unanimité au sein de son propre parti. Alors vous êtes jamais caché de le soutenir un corps et âme. Qu'est-ce que vous pensez de ces grandes figures dans votre parti, parfois des anciens ministres, je pense à Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, qui refusent encore de dire qui ils vont soutenir? C'est de l'opportunisme, ça aussi? Mais c'est leur choix, ça se respecte. Quand on a des convictions, vous avez toujours assumé vos convictions d'être proche de Nicolas Sarkozy. Mais moi, je fonctionne avec mes valeurs de loyauté et de fidélité. Chacun a ses propres valeurs qui l'animent personnellement. S'ils prennent un certain temps pour réfléchir, eh bien, qu'ils réfléchissent, mais en tout cas, qu'ils viennent voter, surtout le 20 et le 27 novembre. François Hollande qui confirme les propos de Jean-Pierre Jouyet selon lesquels François Fillon aurait bien demandé à l'Élysée d'accélérer les démarches judiciaires à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Que voulez-vous que je vous dise à ce sujet? Ça vous étonne vraiment? Un François Fillon qui vous dit que c'est faux, des journalistes qui prétendent que ceci s'est passé et est avéré. Écoutez, moi je ne suis pas en mesure de juger la véracité des choses. Et sur le fond, est-ce que ça vous étonnerait? Oui, ça m'étonnerait, parce que François Fillon, je ne crois pas qu'il soit du style à, comme ça, rentrer... Vous le disiez, en politique, il faut tuer à un moment, surtout son ancien président, quand on a été Oui, Premier ministre. Mais faire des alliances avec l'autre camp, je crois que là, c'est plus que tuer. On est dans la trahison de ses propres valeurs. Aller s'allier avec la gauche... C'est pas notre ADN, en tout cas. On va parler un peu du FN. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen a sa place comme tous les autres candidats dans l'émission Ambition Intime sur M6 ? Écoutez, j'ai vu qu'il y avait une petite polémique à ce sujet. Aujourd'hui, le parti du Front National est un parti qui se livre à des scrutins dans notre pays, qui n'est pas interdit, donc qui est accepté comme un parti de la République. Donc à ce titre-là, je comprends en effet que Marine Le Pen soit reçue, mais attention,
il ne faut pas se tromper sur le vrai visage de Marine Le Pen. Et le Front National, de surcroît, qui est un parti raciste, qui est un parti qui n'a aucune solution à proposer aux Français et qui cultive finalement les peurs de nos concitoyens. Donc attention, et je ne voudrais pas que ce genre d'émission puisse lisser un peu l'image de Marine Le Pen qui reste à la tête d'un parti xénophobe, un parti qui, pour moi, va contre les valeurs de la République. On a parfois l'impression qu'au cours des années, les idées portées par le FN sont adoptées petit à petit par l'ensemble de la classe politique, notamment à droite, et que finalement les thèmes du FN finissent par l'emporter dans l'opinion. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est pas comme ça qu'il faut poser le débat. Je pense qu'il faut écouter les Français. Moi, je suis sur le terrain. Je peux vous dire que les préoccupations des Français... c'est ce que le FN dit, ça c'est ce que tout le monde dit en politique. On écoute les Français. On écoute les Français. Ensuite, il faut proposer des solutions. La responsabilité politique, c'est pas uniquement d'entendre, mais aussi de travailler et de proposer un projet. Sur ce plan-là, nous, aux Républicains, nous entendons les Français. Ils ont pris part finalement dans le débat qui s'est ouvert. Ils pouvaient apporter leur contribution en ligne lorsque nous avions organisé les conventions. Aujourd'hui, nous avons un projet et nous prétendons apporter des solutions à leurs préoccupations. C'est ça la responsabilité d'un parti. En parlant de solutions, vous disiez que la burqa, ce n'était pas la solution à l'époque de la loi l'interdisant. Quelle est votre vision à vous de la laïcité ? Pour moi, la laïcité, elle est au top des valeurs de la République. Parce que s'il n'y a pas de laïcité, il ne peut pas y avoir de cohabitation entre les différentes franges de la population. Sur la question de la burqa, je m'interrogeais à l'époque sur la pertinence de la réponse qui était apportée. Et d'ailleurs, l'histoire me donne raison, parce que nous avons légiféré sur cette question-là. Il fallait légiférer, ce n'est pas la question de légiférer, c'est la nature de la sanction. On voit bien que les contraventions aujourd'hui sont financées, elles sont payées et elles n'interdisent en rien aux femmes de réitérer finalement cette provocation vis-à-vis dans l'espace public en tout cas. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et j'avais peur aussi que de pointer, de donner un coup de projecteur à ces attitudes qui étaient à l'époque un peu marginales, puisse révéler, si vous voulez, un portage de devenir pour ces femmes porte-drapeau d'un islam radical et qui va contre les valeurs de la République. J'avais peur de ça. Aujourd'hui, on voit bien que ces femmes continuent à porter la burqa pour certaines, continuent à braver les valeurs de la République. Donc je crois qu'aujourd'hui, soit il faut légiférer plus fermement, avec des sanctions plus fermes, mais en tout cas, on voit bien aujourd'hui qu'on est dans une impasse. Et il y a à ce sujet un homme, Rachid Nekaz, un homme d'affaires franco-algérien, qui paie les amendes des femmes qui sont verbalisées pour porter la burqa sur l'espace public. Et ça en agace certains, notamment Nadine Morano. Elle s'est indignée la semaine dernière en lui faisant concrètement barrage devant la préfecture de Toul. Est-ce que c'est son rôle ? Rachid Nekaz est dans une attitude de provocation. Clairement, il est contre la loi, contre la burqa, et il se met en scène. Et je crois que la place d'un responsable politique n'est pas d'organiser une provocation contre cette provocation. Notre réponse doit être au Parlement. Elle doit être dans la mise en œuvre des lois et de la réglementation en vigueur. Aller sur le terrain, abaisser comme ça l'action politique à ce niveau-là, c'était de servir finalement le comportement de Rachid Nekaz. Morano abaisse l'action politique selon vous, par son comportement ? Dans cette attitude-là, je pense qu'elle ne rend pas service, en tout cas, à la classe politique et à la crédibilité du pouvoir politique. Est-ce que vous trouvez que c'est passéiste de parler de la place de l'islam dans notre société ? Je parle d'une époque où vous aviez quitté une réunion de groupe à UMP à l'époque en refusant de cautionner les propos de Pascal Clément qui disait « Le jour où il y aura autant de minarets que de cathédrales en France, ça ne sera plus la France ». À l'époque, vous avez jugé ces propos anti-laïques. Absolument. La laïcité, moi j'aborde la question de la laïcité très sereinement, conformément aux valeurs de la République en matière d'égalité. Pardon ? C'est ce que pense également Nadine Morano, sur le fait que le jour où il y aura plus de minarets que de cathédrales en France, la France... Mais je suis contre cette affirmation, parce que ceux qui défendent la laïcité ne peuvent pas adopter ce genre de propos. La laïcité, pour moi, est une approche égale, en tout cas équitable, vis-à-vis de toutes les religions. Alors, poser le débat sur la laïcité, particulièrement dans le domaine de l'islam, n'est pas passéiste pour moi. Parce qu'on voit bien les amalgames qui sont faits entre
l'agression qui est faite à la France à travers les actes terroristes, et un islam qui peine à s'organiser, avec un conseil du culte musulman qui a du peine à trouver son autorité sur le paysage républicain. Donc non, la question, elle est encore posée. Je pense que les responsables religieux doivent absolument adresser un message vis-à-vis de leurs concitoyens musulmans, et surtout un message d'apaisement. Ils le font, mais aujourd'hui, on n'est pas encore au bout de l'exercice, parce qu'on voit bien que les Français, avec le terrorisme qui s'est déclaré contre la France, on voit bien que les Français ne savent plus finalement à quoi s'en tenir avec l'islam. Donc il faut rassurer, il faut organiser le culte en France conformément aux lois de la République. Alors Et ça, c'est pas encore... on n'est pas encore au bout de l'exercice. On va revenir à Lyon, hein. Vous êtes conseillère régionale, on le disait. Comment ça se passe avec Laurent Wauquiez ? Ça se passe bien. On se souvient de cette vidéo du petit journal de l'époque où, en fin de meeting, septembre 2014, vous accueillez Nicolas Sarkozy. Hop, à la fin, pour la Marseillaise, il vous excluait assez violemment de la photo de famille. Est-ce que vous aussi, vous le trouvez un peu zélé ? Bon, il l'a fait, voilà, il voulait être sur la photo aux côtés de Nicolas Sarkozy, ce qui est tout à fait légitime, mais voilà, moi je... Certains le trouvent un peu zélé, vous, moi c'est je votre trouve cas ? ça plutôt risible, mais bon, voilà, il vaut mieux en rire qu'autre chose. On va parler un peu de vous, Nora Berra. Pourquoi vous n'avez pas été maire de Lyon ? Parce que c'était pas le moment. Vous aviez le vent en poupe à un moment. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Est-ce que vous êtes membre d'un parti raciste ? Non, pas du tout, non. Alors, il y a 4 ans, vous disiez « On m'a fait comprendre que mes origines pouvaient poser un certain problème aux yeux des électeurs » à l'UMP. Ce n'était pas le parti. Et j'avais pris soin... Vous disiez qu'à l'UMP, on m'a fait comprendre... Certaines personnes, donc ça n'engageait pas le parti à l'époque, certaines personnes, en effet, m'avaient dit que je ne correspondais pas à l'électorat, ce qui m'avait profondément choquée. Parce que je ne me considère pas réduite à mes origines, je me considère comme française à part entière, citoyenne, à l'époque ministre du gouvernement, servant les intérêts de la France. Donc je trouvais ça un peu réducteur et assez mal placé. Donc vous serez donc candidate aux législatives de 2017. Vous avez obtenu votre investiture, ça tombe bien, il fallait des femmes. Pour le plus grand malheur de 2 de vos collègues, Michel Avare et Emmanuel Hamelin. Qu'est-ce qu'ils paient ? Qu'est-ce qu'ils payent ? Pourquoi ils ne sont pas reconduits ? Vous l'avez dit, déjà, il y a une question de parité qui se pose. Alors non, parce qu'il y avait deux investitures vacantes, elles ont été décernées à des hommes, dont Alexandre Les Vincent Républicains payent jusqu'à aujourd'hui 4 millions d'euros par an de pénalités parce qu'il n'y a pas assez de représentation féminine. Nicolas Sarkozy, au moment où il organisait les investitures, avait donné cette instruction à toutes les fédérations de promouvoir des femmes. Donc les choses ont été plutôt bien organisées puisqu'on arrive à un certain équilibre de ce point de vue. C'est vrai qu'à Lyon, je suis assez triste pour à la fois Michel et Emmanuel. Et en même temps, je ne suis pas membre de la CNI, je n'ai pas eu à me prononcer sur ces questions. Vous étiez plutôt bien placé puisque vous soutenez Nicolas Sarkozy qui présidait. Je ne me considère pas comme une candidate d'un clan, mais plutôt une candidate d'un parti. En parlant de clan, pour les prochaines législatives, Alain Juppé a déjà annoncé qu'il souhaitait revoir les investitures décernées en commission pour les ouvrir davantage au centre. Est-ce que c'est fair play ? Alors, il faut rappeler qu'il y a une majorité d'investitures qui ont été faites en CNI, donc avant l'été. La commission d'investiture, il faut le rappeler, elle est représentative de tous les candidats aux primaires. Donc, on peut dire que tout ça s'est fait en toute transparence. Ensuite, il reste plus d'une vingtaine 25 à peu près candidatures centristes qui sont réservées aux candidats centristes sortants. Et il reste encore à peu près 79 circonscriptions à investir. Donc nous verrons, en tout cas attendons le 27 novembre soir pour savoir qui gagnera la primaire dans notre parti. Et on verra après ce que ce candidat compte faire des investitures. Alors on va parler un peu de société. Il y a les enseignants, mais aussi phénomène nouveau. Les policiers, ils manifestent depuis plusieurs jours, plusieurs soirs dans les rues. Est-ce que vous avez une part de responsabilité dans cette montée de contestation ? La politique des chiffres, c'est quand même clairement Nicolas Sarkozy. Je crois qu'aujourd'hui, si les policiers sont dans la rue, c'est pour témoigner un certain ras-le-bol. Ras-le-bol parce que dans l'exercice de leur métier, ils ne se sentent plus en sécurité. Ils se sentent lâchés par leur hiérarchie. C'est ça le drame. Vous avez été membre du gouvernement sous Nicolas Sarkozy. Nous n'étions pas dans ce climat-là. Il y avait une confiance dans le personnel policier, en tout cas le personnel qui assure notre sécurité,
et le pouvoir en place. Aujourd'hui, il n'y a plus cette confiance. Aujourd'hui, on brave la hiérarchie, l'autorité qui est la leur, parce qu'ils ne se sentent pas écoutés, ils ne se sentent pas protégés par ceux qui les dirigent. Quand on sait qu'un policier est envoyé à l'hôpital, qu'il lutte entre la vie et la mort, dans l'exercice de sa fonction, ce n'est pas quelque chose d'acceptable sur le territoire de la République. Ici aussi, à Lyon, on a bien vu que des policiers ont été pris à partie par des groupuscules de personnes. Ce n'est pas possible. Donc il y a véritablement là un affaiblissement de l'autorité de l'État. Et quand on lit ce que raconte Patrick Buisson sur la façon dont Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, a attisé les violences contre les policiers pour mieux apparaître ensuite, c'est pas un peu gênant, ça aussi, vis-à-vis des forces de l'ordre? Je ne vais pas commenter le livre de Patrick Buisson qui, manifestement, essaie de régler ses comptes. C'était un proche de Nicolas Sarkozy. Et règle ses comptes avec Nicolas Sarkozy en essayant de créer la suspicion, de jeter le doute. Je crois qu'il est temps de nous concentrer sur notre avenir commun. Allez, on va un peu accélérer. Ma vie de courgette, ça vous dit quelque chose? Alors, je sais que c'est un film d'animation qui vient de sortir, mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Oui. Produit par la région l'an dernier, qui parle de la maltraitance des enfants. Et il y a eu un début de polémique avec cette phrase d'Anne Lorne, qui représentait donc le conseil régional lors d'une projection, qui a dit à la fin au réalisateur, c'est dommage que cet enfant n'ait pas un papa et une maman. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je n'ai pas vu le film. Je sais maintenant qu'il traite de la maltraitance. Alors, tout dépend dans quel contexte elle l'a dit, donc je n'étais pas là. Si c'est renvoyé au débat qui a fait couler beaucoup d'encre et pour lequel elle s'est beaucoup mobilisée, ça c'est son combat. Mais c'est vrai que si c'est ça, ça ne devait pas s'inviter dans un propos qui fait suite à une projection de film. Je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas vous en dire plus. On passe à la chronique des réseaux sociaux, toutes les questions que vous vous posez depuis chez vous. En 2013, vous vous insurgiez contre le sénateur maire Gérard Collomb quand il parlait de vous comme un bon coup au nom des femmes, vous aviez dit. Vous avez entendu cette phrase de François Fillon pour qui Hollande n'est pas foutu d'arbitrer entre son ancienne épouse et le Premier ministre. C'est pas un peu machiste, ça aussi, de réduire Ségolène Royal, qui a été la première femme à arriver au second tour de la présidentielle, troisième membre du gouvernement, à son statut d'ancienne épouse, ancienne compagne, en tous les cas? Vous savez, en politique, les femmes ont encore beaucoup de terrain à gagner. François Fillon est machiste? Globalement, c'est le système qui veut ça. C'est un système très masculin. Et on a beaucoup de mal, effectivement, à faire entendre notre voix et notre légitimité aussi. Donc, il y a du travail encore. Cette semaine, il y a eu une nouvelle fois une alerte enlèvement diffusée par tous les médias, comme c'est le dispositif. Et le premier message délivré par le ministère de la Justice parlait d'un homme de race noire. Ça vous a choqué? Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, oui et non, parce que si on veut identifier les personnes, il faut aussi donner des caractéristiques. Donc, mais en effet, mettre en avant une couleur de peau, c'est un petit peu gênant, effectivement, parce que ça contrevient aux valeurs de la République. Un sujet plus léger, Jean-Marc Morandini sur iTélé. Depuis le week-end dernier, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux pour soutenir les journalistes de la rédaction qui sont opposés à sa venue, et y compris de certains élus de gauche. Pas beaucoup de droite, pas du tout même. Pourquoi? Vous savez, j'ai appris que Morandini était au cœur d'une affaire judiciaire. Donc c'est peut-être à ce titre-là aussi qu'il se mobilise. Et pourquoi est-ce qu'on n'entend pas des élus de droite se mobiliser comme... D'abord parce que c'est l'affaire d'une entreprise privée qui gère les choses avec son personnel. Et deuxièmement, c'est une affaire de justice. Donc la justice est indépendante, on la laisse travailler. Allez, un peu de politique fiction, c'est l'heure des 5 dernières questions. S'il fallait choisir entre Alain Juppé et Bruno Le Maire? On verra le 27 au soir, le 27 au matin, de qui, entre les deux, ou peut-être pas, sera au deuxième tour. Donc on fera le choix entre les deux finalistes, mais pas... Vous n'avez aucune préférence? C'est des gens que j'estime beaucoup, tous les deux, mais aujourd'hui, la question ne se pose pas. Vous êtes plutôt Valls ou Macron? Ni l'un ni l'autre. Qui est le plus à droite? Il faut leur demander. Qui est le pire candidat de cette primaire chez les Républicains? Il n'y a pas de pire candidat. Il y a des personnalités différentes,
des sensibilités différentes, qui se livrent un combat Vous loyal. êtes le plus sensible, hormis Nicolas Sarkozy, bien évidemment. Je ne donnerai pas de préférence sur les autres. Je vous dis rendez-vous le 20 au soir pour voir les deux finalistes. Quel est le plus gros défaut d'Alain Juppé? Quel plus gros défaut, c'est d'avoir remis François Bayrou au cœur de sa démarche politique. Et celui de Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy, son défaut, a posteriori, le débat sur l'identité nationale a été pas un bon choix. Ça vous a dérangé. Merci Nora Berra d'avoir été l'invitée de Face à Face cette semaine. Toutes vos réactions avec le hashtag Face à Face et le replay sur tlm.tv. Bon week-end et à la semaine prochaine.